Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspective, le podcast qui vous aide à vous sentir moins seul et à avoir d'autres perspectives au travers de témoignages, de récits de vie et d'histoires inspirantes. Aujourd'hui, nous sommes avec quelqu'un qui a connu la célébrité très tôt, si je peux le dire ainsi, et qui a su maintenir cette célébrité à force de travail acharné et de constance dans ce qu'elle fait. Donc, nous allons l'écouter parler de son parcours, l'impact que cette célébrité a eu sur sa vie et comment elle a su préserver sa vie privée. Bonjour H. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bien, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à notre invitation. Je t'en prie. Je suis vraiment très touchée. Ça fait plaisir. Alors, H, d'où est-ce qu'il vient ce surnom? Ouais. En vrai, je m'appelle Aminata Aïdara à l'état civil. Comme tu le sais, j'ai commencé mon parcours avec Ministar, une télé-réalité que beaucoup de gens ont connue. Je suis sûre que tu as connu. La plus célèbre de l'époque. Ben oui. Et donc, c'est là-bas que quand on m'a sélectionnée pour présenter l'émission en français, à l'époque, j'étais mineure. Et donc, le promoteur de l'événement, qui était comme un peu notre père, qui veillait sur tout le monde parce qu'on était tous des enfants et ses enfants. Et donc, il a eu l'idée de nous trouver des pseudos pour nous protéger parce il était sûr qu'on n'était pas encore prêt pour la scène. Et une fois majeur, on aura le choix soit de divulguer notre nom à l'état civil, le full name, soit de continuer avec le pseudo. Mais c'était vraiment pour nous protéger. Et le H, c'est l'initiale de mon nom de famille, Aïdara. Ouais, c'est intéressant qu'il ait pensé à ça parce que je me dis que beaucoup de personnes ne pensent pas tout de suite à ça. Oui. Il y a pensé. D'ailleurs, il nous a même posé la question la première fois là-bas. Il m'a demandé, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? J'ai dit oui. Pourquoi? Il a dit parce que quand tu vas commencer là, tu vas perdre tes petites copines. Et j'ai dit pourquoi? Il dit non, parce que vous n'aurez plus la même vie, tu seras beaucoup plus active, les gens te reconnaîtront dans la rue, est-ce que tu vas supporter et tout ça? J'ai dit oui. Il a dit d'accord, ce qu'on va faire, on te choisit ce pseudo, tu commences avec. Maintenant, si tu veux après continuer, tu continues. Sinon aussi, c'est à toi de voir. Donc, c'était un peu ça l'idée. Et comment t'as été repérée pour Ministar du coup? Alors, du coup, je n'étais pas prédestinée à faire tout ça là, parce que vraiment, j'étais une fille très timide au lycée, qui bossait dans son coin, mais très timide, vraiment introvertie. Donc, c'était au lycée. Notre lycée a décidé d'organiser un festival. D'accord. Et pour cela, ils ont décidé, pourquoi ne pas choisir une animatrice? Pourquoi ne pas former une animatrice à l'école? Voilà, une des étudiantes ou une des lycéennes pour présenter l'événement. Donc, je ne sais même pas par quelle magie ils m'ont repéré, parce qu'en vrai, j'étais tout le temps dans mon coin. Donc, il y avait eu un petit incident au lycée. On nous a tous convoqués, comme je ne parle pas. Bon, après, on nous a accusés à tort. Donc, en fait, j'ai pris la parole, j'ai choqué tout le monde parce que tout le monde se disait non, elle va pas parler. J'ai dit non, c'est pas parce que je parle pas que vous allez m'accuser à tort. Donc, ils ont compris que je pouvais m'exprimer et je m'exprimais assez bien en français et tout. Donc, le DAF m'a repéré. Dès qu'ils ont eu l'idée, il a dit non, j'ai une personne en tête et ils sont allés me chercher en classe, ils m'en ont parlé. Bon, comme tu connais bien les familles Aïdara ici au Mali, j'en ai parlé à la famille. La famille n'était pas d'accord. Ensuite, ils ont négocié et comme j'aime les défis, je me suis dit why not. En tout cas, c'était après beaucoup de péripéties, mais j'ai réussi à faire le festival et il y avait beaucoup de sponsors autour de l'événement et notamment le sponsor officiel de Ministar à l'époque. Donc, c'est de là-bas, eux, ils m'ont repéré parce que c'était difficile pour Ministar d'avoir une animatrice qui s'exprime exclusivement en français et qui est constante au Mali. Parce qu'on prenait des personnes... Qui est jeune surtout. Voilà. Oui. À l'époque, j'étais mineure, hein. Faut le préciser. Et voilà, c'est un peu ça. D'accord. Alors, comment est-ce que ça a véritablement commencé pour toi? Parce que c'est vrai, tu as participé tu as animé un festival, on t'a repéré, on t'a appelé tout de suite. Tu l'as dit, tu n'étais pas prédestiné à faire ça. Mais comment est-ce que tu as vécu les premiers instants? Alors, c'était d'abord un choc pour le festival, surtout à un moment, j'ai failli renoncer parce qu'on me demandait de marcher avec des talons, de fixer les gens. C'était trop difficile, franchement. Ça, là, je remercie le lycée parce qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire parce que, à un moment, je voulais renoncer. Mais je pense que je suis quelqu'un qui aime aussi les défis. Donc, pour moi, c'était un défi à relever. Ce n'était plus être animatrice ou pas, hein. C'était juste le défi. Donc, je me suis concentrée sur le défi et voilà, sentiment de satisfaction à la fin et ensuite que Africa me repère et ensuite que je vienne faire l'événement. Ouais, c'est comme ça que ça a démarré en fait. Mais il y avait vraiment aucune formation derrière ou quoi que ce soit, non. Donc c'est vraiment venu comme ça. C'était très difficile. Le lycée, c'est différent de se retrouver devant un ballet plein à craquer. Il faut pas faire de fautes d'orthographe. Il faut gérer le stress. Et en plus, j'ai commencé avec émission, Ministère, c'était quand même une grande émission, hein, parce qu'on remplissait le palais chaque week-end. Oui. Chaque
chaque samedi et le Palais, hein, et les finales, c'était au stade Omnisport. Ouais. Donc, un jour, je me rappelle, un jour, j'ai failli m'évanouir au stade Omnisport tellement c'était trop, en fait, parce que il y avait tellement de monde. Tu parles dans le micro, mais tu t'entends pas. Wow. Ouais. Tu sais même pas. Non. Les gens, ils Tu sais juste que tu as parlé. Ok. Voilà. Donc, en fait, c'est difficile, mais je pense que c'est juste, c'était un défi. Je me suis concentrée sur le défi et voilà. D'accord, super. Alors comme le tonton te l'avait dit au tout début, tu risquais de perdre tes petites copines, etc. Ta vie allait changer. Ouais. Est-ce que ça s'est passé instantanément cette affaire? Ça s'est très mal passé. Je pense qu'il avait vu ça venir. J'ai vraiment très très mal vécu ce côté-là. Alors j'ai été, c'était difficile à accepter, mais je pense que après ministère, en tout cas. Pendant cette période de mon adolescence, j'ai pas connu d'amitié. C'était toujours très compliqué. Les gens trouvaient que tu ne les considérais pas assez. D'autres trouvaient que non, tu te prenais pour une star. Alors que toi, tu voulais juste qu'on t'accepte. En fait, qu'on comprenne que tu es à l'école, mais tu as aussi, on va aussi te reconnaître dans la rue. C'est comme ça. Et tout. Donc, j'arrivais pas souvent à faire la différence entre H et la petite Ada de la maison. Donc, c'était trop compliqué. À l'époque, franchement, faut reconnaître que Ministar, c'était vraiment une émission célèbre. Parce que tu pouvais même pas sortir de chez toi. Tout le monde au Mali connaît Ministar, je crois. En tout cas, toute personne qui a vécu à cette époque au Mali connaît Ministar. À l'époque, c'était difficile. Et donc, très jeune, tu peux pas reconnaître. Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que non? Est-ce que c'est toi j'ai toujours cru que j'étais la mauvaise personne de l'histoire en me disant, c'est moi qui ai changé, c'est moi qui les ai abandonnés, c'est moi qui fais autre chose. Donc, en fait, j'ai pas eu les amitiés faciles. Donc, je pense que jusqu'à présent, là, c'est bon. Je suis devenue une personne très solitaire et ça me va comme ça. Ouais. Encore un inconvénient de la célébrité. Exactement, hein, parce que ça a ses avantages. Et d'ailleurs, quels sont les avantages que tu as observés, dont tu as bénéficié depuis cette période-là jusqu'à maintenant? Ouais, je pense que professionnellement, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que la gestion des humains, c'est la chose la plus compliquée, en fait. Travailler avec des gens qui sont beaucoup plus âgés que toi, qui, au lieu de te voir juste comme responsable de ton poste, ils vont te voir comme leur fille, leur petite sœur. Il y a des gens qui vont vouloir vraiment te gérer comme ça, alors que tu es là parce que tu es là pour ton travail, quoi. Tu n'es ni la sœur, ni la fille de qui que ce soit. Donc ça, c'est vraiment très, très difficile, surtout dans un milieu aussi qui est parfois très dominé par les hommes. On a tendance à te rappeler, t'es qu'une petite fille et tout ça. Je suis une petite fille, mais c'est pas mon âge qui m'a amenée ici, c'est mon travail. Donc, respectez-moi. Donc ça, je pense que ça m'a vite forgé. Et aujourd'hui, j'ai pas de mal à travailler avec des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi et à comprendre leur façon de voir les choses. Et deuxième chose, j'ai vraiment appris à faire les choses seule. Je n'attends pas. Ça a ses inconvénients, mais ça a aussi ses avantages parce que, si je dois rendre quelque chose, je vais rendre. Même si ça dépend, si je te donne un boulot à faire, si tu ne le fais pas, je le ferai. Pourvu juste que le résultat soit bon. Donc vraiment, ça t'apprend à faire ton travail, à vraiment avancer seul, à ne compter que sur toi-même. Voilà. Donc ça, c'est un peu ça. Et beaucoup d'autres avantages parce que j'ai eu l'occasion de voyager, de faire pas mal de choses, de rencontrer d'autres personnes, d'avoir d'autres perspectives, de voir mon avenir différemment d'avant parce qu'avant, tu voyais un avenir bien, limité. Mais après, le fait de te prouver à toi-même que tu peux le faire, ça te pousse à rêver encore plus grand. Donc, ça a débloqué ça aussi en moi. Ok. Et est-ce qu'on pourrait alors dire que cette aventure ou cette vie de présentatrice et d'animatrice, ça t'a aussi aidé à forger ta confiance en soi? Oui, beaucoup. Parce que, comme tu le sais bien, on grandit dans un environnement, dans une société super patriarcale où on a envie parfois de limiter la vie de la femme ou son avenir à seulement être la femme d'une personne et point, en fait, sans plus. Mais sauf que tu découvres que tu peux, en fait. Et tu découvres que tu peux lorsque tu réalises. Tu vois, quand tu doutes avant de le faire, le doute, c'est avant de le faire. Mais dès que tu réussis à le faire, on ne te dit plus que tu peux. Toi-même, tu sais que tu peux. Ouais. Et à partir de là, tu débloques encore et encore certains niveaux et tu ne permettras à personne de sous-estimer ta capacité à réaliser quelque chose. C'est vraiment ça. Ça, c'est super intéressant. Hein. Alors, depuis le temps que tu fais ce métier, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années, je crois. Non, ça vaut pas encore une dizaine. Je pense que ça fait 8-9 ans. Ministar, c'est en quelle année? Non, moi, j'ai commencé en 2015. Ah, d'accord. Ouais. Okay, d'accord. Moi, j'ai pas commencé avec les autres. Hein. D'accord. Tu as eu cette
tu as eu l'opportunité de présenter Ministère pendant plusieurs saisons. Ensuite, tu t'es retrouvé à l'ORTM pour une émission. Ensuite, tu as enchaîné. Mais est-ce que à part le boulot d'animatrice et de présentatrice, est-ce que tu as eu à faire d'autres boulots? Oui, j'ai été chargée de communication pour certaines organisations. Oui, je suis consultante pour des organisations non gouvernementales. Et oui, je suis aussi souvent, je pilote aussi des événements. Je travaille aussi sur beaucoup de projets, que ce soit à l'international, parce que comme je l'ai dit, je suis aussi engagée pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Je suis alumni du programme de l'Union africaine. Et donc, ça fait que, oui, parfois, tu as des contrats en rapport avec cela. Donc, je participe à des... Comment tu arrives à jongler entre les deux, alors? En tant que célibataire, pour le moment, mon temps me suffit. Je sais pas. Je sais pas après quand j'aurai des exigences, mais pour le moment, j'arrive à gérer. Comme je l'ai dit, il y a des contrats que tu gères à distance. Ouais, ok. Donc, ça va. L'émission, je m'organise de telle sorte que ça n'impacte pas mes autres activités. Et voilà. J'ai négocié mon contrat de telle sorte que je puisse faire d'autres choses. Ah ouais. Voilà, c'est un peu ça. Je vois. Alors, depuis le temps que tu fais ce travail, plusieurs années déjà, on te voit quand même pas parce que c'est pas parce que tu es célèbre qu'on va te voir dans des histoires de bad buzz ou des trucs comme ça. Ah oui, les bad buzz, oui. Oui. Comment tu arrives en fait à préserver ta vie? Parce que quand on est connu, c'est quand même très très difficile. Ouais. Parce que même si tu es solitaire, tu as ta famille qui est autour de toi, tu as quelques rares amis. Mais comment tu arrives du coup à te préserver? Parce qu'en fait, je suis naturellement une personne discrète. Ok. Ça, il faut le préciser. Je suis naturellement une personne discrète et j'aime même pas les gens qui divulguent les situations d'autres personnes. Je suis comme ça. Et aussi, deuxième point, je pense que c'est la famille. Parce que j'ai commencé tôt, mais la famille a beaucoup veillé sur moi parce que malgré l'émission, la famille voulait quand même que je continue mes études. On s'est vu à IAM. Donc, j'ai fait des études supérieures jusqu'au niveau master. Et la famille a continué à surveiller, en fait. Quand tu sais aussi quelque part de quelle famille tu viens, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre. Clair, donc, je savais dès le début que oui, je suis là pour mon travail. Je suis on appelle ça le showbiz, mais je suis à l'émission que pour le travail. Le travail fini, je rentre à la maison. Point. Donc, ça ne change pas la fille que j'étais. Donc, H, tu viens en tant que H, après, tu rentres à la maison, point. Et donc, je pense que c'est vraiment une question d'éducation aussi. Donc, ça te permet d'anticiper, de vraiment de comporter de telle sorte à préserver ta vie, à ne te limiter. Tu es H, c'est bon, mais voilà, c'est tout ce qui te lie aux autres. Après, le reste, c'est complètement personnel à toi et tu le gères comme tu sens. Comme tout métier, en fait, ça a certainement ses difficultés. Quelles sont les difficultés que toi, tu as eues au cours de ton parcours et que tu as su relever et comment tu les as relevées? Les difficultés, c'est... comme je l'ai dit, c'est vraiment le fait... comme je l'ai dit, une société patriarcale. Parfois, on te sous-estime sans t'avoir vu à l'œuvre. Tu vois, comme je l'ai dit, quand tu travailles avec des hommes qui ont parfois plus de 20 ans que toi, 25 ans que toi. Tu es jeune, tu es une femme. Tu es jeune. C'est un peu comme deux handicaps. Donc, tu es jeune, tu es une femme. Et c'est vraiment ce côté-là. Les gens ne voudront pas te gérer, collaborer avec toi seulement en tant que collègue. Ils vont vouloir te gérer, surtout quand vous êtes au sein d'une même entreprise. Ils vont vouloir te gérer. Et lorsqu'ils n'arrivent pas aussi, entre guillemets, à te manipuler, on te traite de personnes gonflées ou voilà. Parce que c'est ça. Comme je l'ai dit, il faut juste rester focus sur ce qui t'a amené dans ce lieu-là, notamment ton travail. Tu es là pour ton travail. Mais vraiment, les difficultés, c'est vraiment à ce niveau-là. Mais sinon, pour le reste, moi, je pense que ça va. D'accord. Et si tu dois un peu faire le point de ta vie, quelle est la chose dont tu es le plus fière aujourd'hui? Je suis fière d'être le modèle de mes sœurs. Ça, je pense que ça m'a permis de réaliser que j'accomplissais quand même des choses. Hein, parce que quand tu le fais, c'est bon là. Mais la manière dont tes proches, ta famille, les personnes qui te sont chères, te perçoivent, c'est très important. Enfin, quand tu discutes avec tes petites sœurs, pour qui d'ailleurs tu t'es battue pour aller très loin dans les études, pour que ces personnes-là aussi soient motivées, quand tu viens d'un environnement où l'éducation n'est pas forcément la première chose, que les gens vont soutenir, et que mes petites sœurs me disent, mais Ada, ça c'est à la maison, hein. Je veux vraiment devenir comme toi.
Je dis, mais t'es sûre? Parce que ça n'a pas été très simple. Donc, c'est pas toujours ce que tu vois. Il dit, non. Je vois ce que tu réalises. Je vois ta capacité de résilience. Je vois ta force. En fait, ta capacité à te relever à chaque fois que c'est dit. Parce que pour moi, il y a rien qui est impossible. C'est impossible quand on le dit. Maintenant, quand tu décides de le faire, tu verras que c'était pas impossible. C'était juste dans ta tête, en fait. Donc, je suis un peu comme ça. Et j'ai cette capacité à ne pas paniquer face aux histoires, face aux situations qui peuvent faire paniquer toute personne. Moi, je garde le calme. Maintenant, c'est quoi la suite? Je suis toujours comme ça, en fait. Je ne m'attarde pas sur les situations. Dès qu'il y a quelque chose, OK, c'est déjà là. Maintenant, on fait quoi? Donc, je pense que c'est ça un peu. Et comme elles vivent avec moi, elles voient un petit peu ce que je fais tous les jours. Et ça, c'est vraiment la chose dont je suis le plus fière. Est-ce que dans ton métier d'animatrice ou dans le fait que tu sois une personne connue, tu as déjà eu l'impression d'être coincée dans j'ai pas envie de dire un rôle, mais un personnage qui n'est pas vraiment le tien. Est-ce que tu as souvent été contrainte, c'est peut-être un bien grand mot, de faire des choses que toi, en tant que Aminata ou Ada, ne ferais pas? Garder mon calme face à certaines situations? Non. Non, c'est pas la question. En fait, c'est pas la question. Ah, vas-y, Adala. Je vais péter un câble. Mais quand tu penses que c'est H, ah non, Non. En fait, c'est quoi la question? La question, c'est, est-ce que le boulot d'animatrice a déjà fait que tu étais obligée d'adopter certaines postures ou de prendre un personnage qui n'est pas forcément le tien? Oui. C'est ce que je suis en train de dire. Dans la Ada, de tous les jours, il y a des situations où je me calmerai jamais. Okay, d'accord. Je me calmerai jamais. Mais quand tu penses que tu es vraiment une personne publique, qu'il y a des gens qui se retrouvent en toi, il y a des gens qui te voient comme un modèle, il y a des gens qui te respectent vraiment pour ton parcours, tu es obligé de te calmer et de rester sereine, de ne pas, comme le dit entre guillemets, de ne pas péter un câble, parce que même lors des enregistrements, par exemple, il peut y avoir une situation qui peut vraiment te heurter. Mais il y a tes invités, il y a ton public, il y a à peu près une 40aine de personnes dans le studio. On peut avoir les gens peuvent avoir un certain comportement lors de ton enregistrement et qu'il n'y a pas lieu d'être. Mais tu te calmes parce que tu as invité des gens qui te respectent. Donc, tu es obligé de te calmer. Mais sinon, dans la vraie vie, si c'était moi d'avant, j'allais péter. Pas toi d'avant. Tu sais pas H. Il y a des situations aussi. Parce qu'il y a des situations, c'est vrai que c'est bien de se taire, mais il y a des situations aussi, il faut rappeler les gens à l'ordre. C'est très important. Les gens disent toujours, non, tais-toi, calme-toi. Il s'agit pas de manquer de respect aux gens, mais on peut recadrer une personne vraiment avec la plus grande diplomatie. Et tout ça. Mais quand il y a besoin de le faire, il faut le faire. Faut pas se taire parce que juste on est une femme, il faut subir, il faut se taire, ou bien, c'est pas beau. Non. Quand il faut le faire, il faut le faire. Parce que ce que les gens oublient, il faut imposer le respect. Oui. Il faut l'imposer. Parce que, en fait, dans le milieu du travail, tu rencontres du tout. C'est vrai. Mais vraiment du tout. Des personnes polies aux personnes moins polies. Donc, tu rencontres vraiment du tout. Et quand il y a besoin de recadrer les gens, ne te donne pas un spectacle, mais remets les gens à leur place, en fait. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un d'autre ne verra pas ta place. Ils vont pas changer d'un coup. Ça, c'est vrai. C'est un peu ça. Vraiment. Alors, est-ce que, à part le fait, par exemple, que tu aies du mal à te construire, est-ce que je dois dire à te construire des relations amicales? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va être correct de le dire comme ça. Ouais. Mais en tout cas, que tu aies du mal dans tes relations. Amical. Oui. À part ce fait que le fait que tu sois une personne connue et que tu excelles dans ton travail, que tu es une jeune femme, que les gens t'infantilisent. À part ça, est-ce que tu as pu observer d'autres inconvénients qu'on pourrait qualifier de revers de la médaille de la célébrité? Parfois, les gens idéalisent ta vie. Cet aspect-là, on n'en parle pas. Un jour, je voulais prendre la parole par rapport à ça, notamment sur les réseaux. Les gens idéalisent ta vie juste parce que tu ne communiques pas sur tes problèmes. Et je pense que ce serait pas intéressant que les gens communiquent sur leurs problèmes. Hein. Donc, il faut que les gens comprennent que sur les réseaux, on est là un peu pour oublier nos soucis, pour oublier nos défis.
de la vie. Donc, voilà, gérer le quotidien. Les gens t'idéalisent et les gens pensent que tu as une vie réussie parce que tu voyages, parce que, voilà, tu souris tout le temps à la télé. Des fois, on a envie de pleurer à la télé, hein, mais on vous sourit. On vous sourit. Comment on peut y arriver, en fait? Ça, là. Des fois, tu dis couper et puis tu cries. Non, mais en fait, c'est à force de faire, comme on le dit. Vraiment, à force de faire, tu t'adaptes et c'est comme dans la vie de tous les jours. Ma grand-mère aime dire que la vie, c'est vraiment un combat, donc de tous les jours. Donc, tu es obligé de vraiment pas t'arrêter sur les problèmes et d'avancer. Il faut avancer. Donc, je disais tantôt sur les réseaux et même à travers les médias et tout ça, les gens idéalisent ta vie. Les gens, parce que voilà, et les gens se donnent aussi le droit d'intervenir sur ta vie, voilà, de donner leur avis sur ta vie personnelle, alors que même si tu n'as jamais et communiquer sur ta vie personnelle, les gens disent, il faut te marier, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire... ma chérie, est-ce qu'on t'a demandé si tu t'es mariée, toi? Donc, je pense qu'il y a tout ça aussi. Mais bon, on fait avec. Alors, est-ce que à ce jour, H est sur quelles sont les perspectives de H? Alors, j'ai sur des perspectives tous les jours, hein, parce que franchement, je sais pas si c'est moi, mais mon cerveau tourne à ça à l'heure. Je devais même poser une question par rapport à ça, en fait. Oui, parfois, tu dors même pas, tu accomplis quelque chose, tu réfléchis encore à comment faire. Alors, je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup parler des choses que je n'ai pas encore commencé à faire. Donc, mais beaucoup de perspectives, vraiment, notamment dans le cadre de mon travail. Et sur d'autres plans, sur d'autres fronts où j'interviens aussi, comme je l'ai dit, par rapport à l'éducation des filles et des femmes et leur autonomisation. Oui, je suis sur pas mal de projets impactants parce que je me dis aussi ça sert à, enfin pas que ça sert à rien, mais il est plus bénéfique quand tu es connu d'impacter la vie des gens qui te suivent et voilà, qui te voient comme un modèle, impacter concrètement en fait. Donc il s'agit vraiment d'ouvrir la porte aux gens qui veulent évoluer dans le même secteur d'activité, de s'y préparer et voilà, peut-être de voir aussi leur avenir à travers tout ça. D'accord. Et la question que j'avais, c'est comment est-ce que au fil des années, de tes expériences, tu arrives à te réinventer et à toujours proposer quelque chose de pertinent? Ouais. Je pense qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps et ne pas se dire qu'on est une star juste parce qu'on sort à la télé. Ça, c'est important. C'est ce qui arrive à nos jeunes sœurs, si je peux le dire. Moi, j'ai commencé la télé très tôt, mais à chaque fois, par exemple, je vais m'expliquer plus concrètement. Lorsque j'ai fini Ministar, j'étais déjà à l'université après, donc Ministar s'est arrêté. Mais il fallait avancer. Ouais. Ok, si je veux continuer vraiment dans le même domaine, il fallait avancer. Donc, j'étais à l'université et j'ai créé mon émission. Mais vraiment avec les moyens. Il faut pas voir les moyens catastrophiques. Vraiment, on a fait une émission où déjà, on a enregistré, il n'y avait pas de son. La lumière, c'était pas ça. On transpirait comme si on était dans un four. Mais je pense que il faut pas minimiser la volonté de faire quelque chose. Donc, quand on a fait vraiment avec les moyens du bord et tout. Donc, on a une personne qui a repéré. La personne m'a contacté. Je ne la connaissais pas. Elle me dit, mais tiens, tu as vraiment du potentiel. Mais pourquoi tu as enregistré dans ces conditions-là? Je dis, mais c'est tout ce que j'avais, hein. Parce que j'ai tout fait. On a loué un appart. J'ai appelé un ami avec qui j'ai fait l'université. On a vraiment fait avec les... Il a dit, non, écoute, viens avec ton idée. Je produis gratuitement pour te soutenir. Donc ça, là, c'était comme un rêve pour moi. Parce que j'ai dit, mais t'es sûr, t'as vraiment aucune idée derrière? Il a dit, non, pourquoi tu es comme ça? J'ai dit, parce que vous, là, les hommes, là, on sait pas. Il a dit, non, t'inquiète, c'est vraiment pour te soutenir et t'aider. Donc après, on a réinventé Kalen comme l'émission. Donc, on fait un premier épisode, deuxième, ORTM me contacte. Tu vois, donc ORTM voit ça sur YouTube, ORTM me contacte pour piloter une émission en direct. Et là, c'était ma première fois. D'accord. Donc, il fallait comprendre que ce que tu as fait à Ministar, c'est bien. Mais ma chérie, il faut redoubler d'efforts. C'est ça. Vraiment, il faut aller à une autre étape parce que c'était ma première fois d'animer une émission en direct et surtout sur la chaîne nationale, c'est plus de pression. Voilà. Donc après, j'arrive. Il fallait copiloter avec des gens que tu connais pas. Donc, il faut toujours avoir cette capacité de t'adapter et de te réinventer, en fait. Donc, voilà. Et j'ai pris le temps de vraiment m'exercer encore. Faut jamais arrêter de s'exercer, en fait. Ouais. S'exercer parce que j'avais vraiment un problème de débit. Je parlais très vite. Donc, fallait réaliser et accepter que je parle très vite et vraiment essayer de régler ce problème-là. Donc, voilà, j'ai continué à travailler sur moi. Ça a marché.
TM1 m'a contacté. C'est arrivé comme ça, en fait. Donc, TM1 m'a contacté et donc, ils m'ont un peu débauché, on va dire. Donc, j'ai quitté ORTM pour TM1. Et TM1 voulait, et à TM1, ce que je voulais, on m'a demandé quel type d'émission tu veux faire. J'ai dit, en tout cas, si c'est les émissions de show, là, j'ai vraiment fait le show. J'ai fait voilà, quelqu'un qui a fait Ministar, le show n'a plus de secret pour toi. Mais à ce stade de ma vie, en tant que jeune femme, j'ai envie d'amener un programme qui impacte réellement la jeunesse. J'ai envie qu'on parle des maux de notre société. J'ai envie que les jeunes s'impliquent, que les jeunes se posent vraiment les questions, qu'on fasse des débats, qu'on échange nos idées. Où en es-tu, en fait, à ce sujet-là? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment agirais-tu? Parce que la jeunesse, c'est vraiment l'avenir de, c'est pas seulement des pays, mais de tout un continent. Oui, et c'est important d'avoir un mindset qui est prêt à accepter ce que tu dois réaliser pour ton pays ou pour ton continent. Donc, j'ai dit que je voulais une émission, pas vraiment dans le show, mais vraiment une émission qui aborde des vrais sujets et avec les jeunes. Et c'est là, ils m'ont dit, OK, amène ton idée. Donc, j'ai dit, voilà. Et j'ai amené l'idée. Ils l'ont validée. Et aujourd'hui, on fait L'Heure H, qui est une émission qui aborde des sujets de société, mais vraiment dans une ambiance assez festive, mais on parle des sujets très importants. Quand on parle de chômage, c'est vraiment un problème dans ce pays. Il faut le dire. Tu vois, quand on parle de chômage, donc on parle de chômage, on parle vraiment du rôle de la femme dans la société, on parle des violences conjugales, quelque chose qui avant, si tu veux aborder des sujets comme ça. D'ailleurs, on t'a invité sur une émission où on parlait du rôle de la société dans les violences conjugales. Oui. En fait, vraiment, est-ce que la société est responsable? Tu te rappelles du sujet? Bien sûr. Donc, en fait, avant, pour parler de tout ça, on allait te boycotter. Oui, mais même là, j'ai envie de dire, comment tu fais pour, quand tu sors de ton émission, tu vas aborder un sujet comme les violences. Comment est-ce que tu fais pour affronter les gens après? Parce que les gens, c'est vrai qu'ils ont des mots de la société et que les gens, ils vivent au quotidien. Ceux qui vont mal te parler ont des gens à leur côté qui vivent ces mots-là au quotidien. Et eux-mêmes, je suis certaine qu'ils ont une expérience. Mais ils n'acceptent pas parce que justement, on est dans un pays où ces choses-là, il faut pas en parler. Encore moins à la télé. Comment est-ce que tu fais? C'est là où je choque les gens. Si je te dis qu'on ne m'a jamais mal parlé, parce que j'ai abordé ces sujets-là. Mais je te jure, on m'a jamais mal parlé pour cela. Les gens me respectent même parfois. Je suis même gênée quand je vois des personnes vraiment adultes, des tontons qui me respectent. Ça me choque parce que je parle quand même des choses qui parfois peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Mais on nous a jamais boycotté. Non. On n'a jamais eu de bad buzz. Pourtant, on parle des sujets qui passeraient pas avant. Mais oui. Voilà. Mais je pense que il y a la coach qui en parle, Naboufal. Je pense que le personal branding, c'est important. Le personal branding, quand les gens te voient, à quoi ils pensent. Toute personne, ça, je le dis vraiment pour tout le monde, toute personne doit vraiment travailler sur son personal branding. Si tu prends une personne qui a l'habitude que de parler des choses, vraiment qui choque tout le temps, mais vraiment dans une forme pas très adéquate, si cette personne aborde un sujet comme ça va pas passer. C'est clair. Mais si une personne qui a, je sais pas, une approche différente et une image différente en parle, ça pourrait relativement passer mieux. Donc, je pense que c'est vraiment le personal branding. C'est vraiment comment les gens me perçoivent. C'est ce qui fait qu'ils tolèrent lorsqu'on parle de ça. Sinon, on parle de divorce dans certaines conditions. On a reçu des femmes qui ont témoigné de certaines violences, mais vraiment sans précédent. Et le mari, nous a contactés à fond. Il a dit, vous avez écouté la version de la femme, vous ne m'avez pas écouté et tout ça. J'ai dit, tenez, écoutez, monsieur. Si vous voulez prendre la parole, passez à l'émission. Comment? Celle qui a parlé à la télé, elle s'appelle H. Celle que vous venez de contacter sur son numéro personnel, elle s'appelle Amina Taïda. Donc, je vois pas ce que j'ai à vous dire. Donc, tu comprends. En fait, il s'agit de l'approche. Il s'agit vraiment d'avoir cette approche-là et de garder la bonne distance avec les gens. Et c'est important de développer tout cela. Sinon, on parle de beaucoup de sujets. On aborde tout. Même la corruption, on en parle indirectement. La corruption dans la vie de tous les jours. Le fait que les gens n'acceptent pas de faire la queue dans les banques, que ce soit dans les services publics. Banalisé, mais justement, constitue vraiment un mal profond. Un mal profond. Les gens qui acceptent les pots de vin et voilà, vraiment au détriment de certaines personnes voilà. Donc, en fait, on parle de tout ceci, mais comme je le dis, c'est vraiment le format
et comment on habille tout cela. Donc, sinon, on en parle, on appelle des gens qui se plaignent. Vraiment, on en parle. On en parle. Donc, et ça, c'est vraiment leur aide. Ça arrive que tu subisses une pression médiatique par rapport à ce que tu fais? Ouais, souvent. Ah ouais, et comment tu le vis? Indirectement, je réagis pas, en fait. Je réagis pas. Sur les réseaux, en fait, je pense que tout le monde... le téléphone est personnel. Tu prends ton passe Internet, tu vas sur les réseaux, tu dis ce que tu as envie de dire. Je n'y peux rien. Bon, tu vois. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que moi-même je fais. Comment les gens me perçoivent, c'est vraiment par rapport à comment je me comporte avec les gens. Ils peuvent dire, ah, H est comme ci et comme ça. Mais si H, en la voyant, ne se comporte pas comme ça avec toi, tu pourras rien dire. C'est clair. C'est tout. Sinon, tu peux pas gérer ce que les gens pensent de toi, ce que les gens disent de toi ou ce qu'ils vont chercher sur toi. Parce que parfois aussi, comme je l'ai dit, je suis discrète. Quand tu es discret sur ta vie, qu'ils n'ont pas la vraie version, ils vont inventer une version. Ouais. Et ce qui fatigue les gens, ce n'est pas ce qu'ils savent de toi, mais ce qu'ils s'imaginent, en fait, à ton sujet. Ah ouais. C'est ça. Donc, tu peux rien contre ça. D'accord. Je pense que je suis arrivée au terme des questions que j'avais préparées pour toi. Maintenant, il y a 3 questions qu'on pose à tout le monde. Donc, on a besoin de connaître la réponse des uns et des autres à ce sujet. La première question, c'est, avec toute l'expérience, le vécu que tu as aujourd'hui, si tu avais le pouvoir de revenir en arrière, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je pense que j'aurais vite accepté que commencer la télé, ça rend différent. Que ça change complètement la vie de la personne. J'aurais pas insisté. Comme je l'ai dit, quand les gens ont voulu quitter mes amis, hein. Moi, je pense, comme je l'ai dit, les gourmets là, de love, là, j'ai pas connu ça, c'est gourmets amical, hein. Et ça fait partie des gourmets difficiles, ça, hein. c'est les plus durs. Non. Donc ça, j'aurais vite accepté. J'allais pas m'en vouloir pour des choses dont je ne suis pas responsable. J'allais vite accepter que oui, c'est comme ça, et il fallait passer rapidement à autre chose et ne pas perdre de temps sur ça, quoi. Ouais. Ça, c'est ce que j'aurais fait différemment, personnellement, hein. D'accord. Et quelle est l'habitude quotidienne que tu as qui contribue à ton épanouissement, qui te permet peut-être d'être une meilleure personne? La prière. Je sais pas pour les autres, mais je ne trouve le réconfort que dans ça. Parce que je suis pas du style à personnellement pleurer ou vraiment s'apitoyer sur son sort et tout ça là. Je prends, comme mon père aime le dire, quand tu crois en Dieu, quand tu as des problèmes, c'est comme quand quelqu'un te prend, par exemple, tu fais autostop, dans la rue, tu cherches à ce qu'on te prenne. Quand la voiture s'arrête, la personne dit entre. Tu entres, les bagages que tu as sur la tête, tu mets où? Dans le coffre? Oui. La personne te conduit. La relation entre l'humain et Dieu, c'est comme ça. C'est ce que mon père me dit. Il dit, les problèmes que tu as, à partir du moment où tu les confies à Dieu, il te conduit et il porte tes problèmes. Parce qu'il est seul à pouvoir le porter. Justement. Donc voilà, tu n'en veux à personne. Même quand les gens sont méchants avec toi, tu n'en veux à personne. Tu ne t'attardes pas là-dessus. De toute façon, on n'est pas là pour plaire à quelqu'un. Je dis ça. On est seulement là pour plaire aux gens qui nous aiment. Et le reste, faut jamais chercher l'unanimité. Faut seulement être toi, assumer ton bon et mauvais côté et t'améliorer dans la vie de tous les jours. Ne te mets aucune pression, en fait. Tu seras pas... Il y aura toujours pire que toi. Il y aura bien mieux. Donc, faut toujours te dire que tu es toujours au milieu et vraiment garder un mindset positif, en fait. Quelle est ta définition de la réussite? La satisfaction personnelle, c'est vraiment de regarder ton parcours. Et si toi-même t'es satisfait, il s'agit pas. Il y a des gens, c'est l'argent, il y a d'autres, c'est autre chose, mais c'est vraiment la satisfaction personnelle, le fait de réaliser et de te dire, je pensais que je pouvais pas, mais voilà, c'est fait. Et ça, vraiment, c'est parce que ça booste ta confiance en toi. Ouais. Ça te permet de mieux gérer les obstacles, les futurs obstacles, ou en tout cas les potentiels obstacles. Et oui, et ça te permet et lorsque tu te sens bien dans ta peau, tu peux tout surmonter. Tu peux vraiment tout surmonter. Voilà, c'était tout pour ces questions. Est-ce que tu as un dernier mot ou même un conseil pour les personnes qui... Parce que la célébrité, elle est exaltante. On y voit, quand on n'est pas dedans, on voit tout de suite tous les avantages qu'il y a autour. On a envie d'être connu, voilà. Sans pour autant connaître ce qui peut y avoir comme conséquence ou comme fardeau à porter après.
Alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces personnes-là qui veulent être célèbres juste en voyant un peu la vie de H à la télé, tous les voyages qu'elle fait, tout ça? En tout cas, faut avoir les reins solides, ma chérie. Ça, je dis ça, mais je ne sais, faut avoir les reins solides, c'est pas facile. Et d'ailleurs, dans tous les domaines, que ce soit la célébrité ou pas, c'est jamais facile. Mais principalement, la célébrité, ce qui peut vraiment te protéger, c'est vraiment de créer une barrière entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Tu fais ça, tu es tranquille. Maintenant, si tu veux jouer sur les deux tableaux pour vraiment attirer la célébrité, j'espère que tu es prête à gérer, parce que la vie personnelle, tu vois, en fait, la vie personnelle, il n'y a pas de constance toujours. Parfois, on est dedans, parfois, on n'est pas dedans. Si tu te maries et que tu parles de ta vie de couple tout le temps aux gens, le jour où tu vas divorcer, tu ne vas pas leur annoncer. Ils sauront avant que tu le dises. Est-ce que tu es prête à accepter cela? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est vraiment de mettre une grande barrière. Tu es célèbre, ça, c'est toi. Maintenant, l'autre personne, c'est toi ou Madame Tante. Ça n'a rien à voir avec ta vie professionnelle. Et là, tu as moins de choses à gérer, en fait. Et ça t'évitera beaucoup de bad buzz pour rien. Voilà, c'est clair. Yeah. Un dernier mot? Un dernier mot, merci. Merci vraiment à toi et je suis vraiment contente de te retrouver ici. Je sais que tu sais pourquoi. Ouais, et j'invite tout le monde à vraiment suivre ce podcast et merci à toi d'avoir pensé à un tel podcast pour vraiment continuer à aider dans la même dynamique, aider les jeunes et vraiment partager le maximum d'expérience pour qu'ils prennent vraiment conscience de tout cela. Merci à toi. Merci à toi. C'est moi qui te remercie vraiment. Hein. C'est vraiment, ça me fait énormément plaisir que tu aies accepté d'être là. Et tu sais pourquoi aussi. Tu sais pourquoi aussi. En tout cas, merci. Ouais, et toujours rendez-vous là-bas. Bravo. Toujours. Il est pas dedans, hein? Oui, non, il va. Merci à toi. Oui. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis pour cet épisode inspirant avec l'animatrice H. Je vous donne rendez-vous à très bientôt dans Perspective.